Bonjour, Vanessa, ravi de te recevoir, sur le podcast. Bonjour Marc, merci pour cette opportunité. Et puis, ah bah, alors là, cette fois, je suis pas parti très loin. La dernière fois, j'ai enregistré en Suisse. Là, on reste sur, Lyon, l'agglomération lyonnaise, hein. Donc on va faire comme d'habitude, tu vas te présenter un peu, de nous dire, d'où tu parles, que ton parcours et puis, ce que tu fais actuellement et tu vas nous parler de Processcom, mais on y viendra après. Ouais. Ce que je peux dire sur moi, c'est que moi j'ai fait une carrière plutôt dans la transformation digitale. J'ai travaillé pendant 25 ans à l'accompagnement de projets de transformation, d'abord comme consultante chez Capgemini et Accenture puis Capgemini pendant 10 ans. Et puis après, j'ai recherché un peu plus de stabilité. Je me suis fait embaucher par Sanofi, où là, j'ai continué dans la transformation digitale pendant 15 ans, à mener des projets divers et variés. Avant, il y a 2 ans et demi, de me lancer dans un projet de reconversion suite au constat que ce qui me plaisait vraiment finalement dans la transformation, c'était l'aspect humain. Et donc, je me suis lancée dans une formation de coaching. Voilà, et aujourd'hui, j'accompagne des particuliers et des salariés, plutôt sur des sujets autour de la connaissance de l'estime et de l'estime de soi, qui est vraiment mon sujet de prédilection, au service soit des personnes elles-mêmes, soit de l'entreprise et de la performance de l'entreprise. Et puis, c'est dans ce cadre que je me suis récemment formée à l'outil Processcom, que je trouve un outil vraiment génial. Et donc, je suis ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et juste avant d'aller dans le dur du sujet, il y a un petit point qui m'intéresse, c'est que dans le domaine IT, on voit pas beaucoup de dames, de filles, et bah, c'est pas mal. À la base, t'as une formation technique? Ah oui, c'est assez intéressant comme question. Moi, à la base, je suis ingénieure. J'ai fait l'INSA. À l'INSA, on était un tiers de femmes, ce qui est déjà pas mal. J'ai un diplôme moi, j'ai eu une spécialisation en génie productique, donc plutôt un domaine, on va dire, où il y avait quand même une bonne représentativité de femmes, parce que beaucoup de gestion de projet. Donc, je pense que ça a attiré quand même les femmes, mais bien évidemment, une majorité d'hommes quand même. Et par contre, quand je suis sortie de l'INSA, c'était en plein boom de l'informatique et les boîtes de conseil en informatique, les SS2I, comme on les appelait à l'époque, recherchaient à fond des ressources. Et donc, j'ai été absorbée, on va dire, par ce domaine-là, parce que c'est là qu'il y avait des opportunités plutôt intéressantes, tant en termes de, on va dire, de rémunération que de projets. Et puis, c'est vrai que moi, en tant que femme, au final, je me sentais mieux d'aller travailler dans l'informatique que de travailler dans un atelier qui, là, était vraiment en plus d'être un domaine masculin, ce qui est le cas aussi quand même de l'informatique, c'était un domaine un peu ingrat pour une femme en termes d'environnement. Ouais. Euh, voilà, même s'il y a des femmes qui adorent ce type d'environnement, mais moi, c'est vrai que je me suis pas sentie, et donc j'ai trouvé que la transformation digitale, c'était un bon compromis, où en plus je pouvais utiliser mes ressources justement liées à la communication, la relation, le management, en étant chef de projet, en faisant du management transverse, et donc en travaillant aussi sur l'aspect humain dès le début, parce que je pense que j'avais quand même cette fibre dès le début, et je me suis retrouvée un peu dans des formations techniques parce que c'est la voie qui s'est tracée seule pour moi. Voilà. Mais ce qui explique que ce revirement là assez tardif, mais voilà, il y avait quand même déjà cette fibre. D'accord. Ben, en tout cas, merci pour la digression. C'était pas prévu, mais c'est des sujets que j'entends régulièrement et on voit, moi, à mon époque, je crois qu'on était à 40% de filles. J'ai fait l'IMT Nord Europe Ouais. et si je me souviens bien, on était à peu près à 40% de filles. Donc c'était pas égalité, mais voilà, on était proches, quoi. Après, c'est un sujet qui m'intéresse. Que, moi, tu vois, donc c'est bien cette digression. Cette digression, moi, je m'investis, tu vois, dans des organisations justement qui essaient de promouvoir les métiers techniques auprès des jeunes filles, parce qu'on a plutôt une tendance à la dégradation sur la Ouais, représentativité des femmes aujourd'hui. exactement. Donc, pas de problème pour m'en parler. Ouais, bah, je vois sur sur l'option maths, depuis que c'est en option, on n'a plus que 15% de filles qui choisissent cette option.
Et j'en parlais. Bah, ça va être diffusé juste la semaine avant toi, une dame qui a un doctorat en maths. Et je posais la question, je dis mais comment ça se fait, on donne la liberté aux filles de faire ce qu'elles ont envie et elles choisissent pas ces filières, quoi. Je dis, est-ce que c'est un problème finalement, parce qu'il y a une contradiction à dire bah voilà, on veut une certaine équité entre hommes-femmes, mais finalement les filles choisissent pas. Alors, ouais, Marc, je pense, et on pourra en parler longtemps, mais je pense qu'on a l'impression de donner le choix aux filles. Mais il y a tout un panel de choses qui se passent dans l'enfance et dans l'adolescence qui font qu'au final, elles n'ont pas complètement le choix. Tu vois, ou Ouais, bah, elles se le donnent pas. Mais voilà. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast si tu veux, parce que le sujet me passionne aussi. enfin moi c'est une question qui me trotte un petit peu dans la tête. En fait je sais pas très bien quoi en faire. Et en tout cas bah, c'était bien qu'on aborde ce sujet. Et on va venir au parcours que tu as fait parce que tu disais que tu t'es formé à Processcom et c'est quelque chose de très humain, mais en fait qui vient dans quelque chose de bien scientifique, ça vient de la NASA, mais tu vas nous raconter tout ça au travers du parcours de formation que tu as suivi. Ouais. Donc, en fait, donc moi, je suis devenue coach récemment, mais le développement personnel, c'est quelque chose qui est présent, on va dire, dans ma vie depuis une dizaine ou même une quinzaine d'années, peut-être maintenant, le temps passe vite. Voilà, donc ça fait un certain nombre d'années que je travaille à la connaissance de moi et que j'éprouve, on va dire, des techniques de développement personnel, que je me suis même fait suivre en psychothérapie. Enfin voilà, donc avec vraiment l'objectif d'arriver à mieux me connaître pour Mhm, pouvoir ben, moi en profiter puis en faire profiter aussi mon entourage. Et c'est vrai que les coachs, on a tendance à se former un peu tout le temps, hein, parce qu'il y a plein d'outils. Puis quand j'ai regardé les outils qui étaient à ma disposition, il y avait beaucoup de choses autour justement de ces profils de type de personnalité ou ces profils de personnalité. Enfin, il y a des noms différents. Voilà. Et moi, c'est vrai que je connaissais DISC et j'avais un regard un peu critique dessus, en me disant on met les gens dans des cases, c'est un modèle figé, etc. Et puis on m'a chaudement, mais vraiment chaudement recommandé PCM et j'y suis allée en me disant bon de toute façon je risque pas grand-chose à aller apprendre un nouvel outil, ça a l'air très bien, je vais découvrir. Et en fait, je dois avouer que j'ai été vraiment bluffée par cet outil parce que ça m'a permis vraiment de comprendre certains comportements que j'avais, que j'étais pas bien capable d'expliquer. D'expliquer bah, pourquoi j'avais ces comportements et c'est lié à ma personnalité. Donc comprendre que en fait, bah, voilà, c'est pas ma faute. Hein, il y a des comportements qui sont là. D'identifier bah, à quel moment ils se déclenchent, par exemple les séquences de stress, quand est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qui les déclenche et comment je peux faire en sorte de sortir de ce stress. Voilà. Et donc, bah, moi qui croyais déjà bien me connaître, j'ai été vraiment surprise parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais encore beaucoup de chemin à faire et que ce modèle me permettait de vraiment comprendre un certain nombre de choses que j'avais pas encore compris. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé hyper puissant, c'est que ça m'a permis de poser un regard vraiment différent sur mon entourage, parce que de comprendre que des personnes qui m'énervent, parce que bien évidemment, il y a toujours des personnes qui peuvent nous énerver. Le monde est fait de plein de gens qui sont très différents de nous. Mais au-delà du constat qu'ils sont différents, c'est se dire, ben c'est leur personnalité, ils font pas exprès pour m'énerver, ils sont comme ça, ils y peuvent rien. quand Et même. moi, par contre, je peux faire un pas vers eux pour que ça se passe mieux. J'ai trouvé ça hyper puissant et ça m'a fait vraiment rentrer dans un processus d'acceptation de certaines personnes de mon entourage que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant pour moi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'origine de Processcom? Processcom, c'est un modèle qui a été développé aux États-Unis par quelqu'un qui s'appelle Taibbi Keller dans les années 70, qui, comme souvent hein, dans ces modèles de développement personnel, a fait le constat qu'il y avait un certain nombre de comportements qui se répétaient chez certaines personnes, et puis il a commencé à classifier, à modéliser tout ça. Assez rapidement, il a eu la chance en fait que ses travaux soient repérés par la NASA qui justement a financé certaines de ses études, parce qu'il a fait ça il a essayé de faire ça de la manière la plus scientifique possible, même si c'est toujours difficile dans ces domaines-là. La NASA a contribué à ces recherches et a même utilisé pendant des années. Alors aujourd'hui, a priori, ils l'utilisent encore. Enfin, on n'est pas bien sûr, mais en tout cas, ils utilisent les concepts. Euh,
Donc là, utilisé pour différentes choses, pour sélectionner les astronautes, pour être sûr de savoir comment prendrait la mayonnaise une fois qu'ils seraient enfermés seuls là-haut, mais aussi pour pouvoir anticiper les séquences de stress qu'ils auraient, comment ils réagiraient face au stress, et pouvoir leur faire justement travailler leur communication en phase de stress, s'assurer que ils sauraient comment réagir l'un par rapport à l'autre en fonction de la séquence de stress que l'autre aurait. Voilà. Et donc, la NASA a utilisé ce modèle pendant des années. Et j'ai regardé justement, a priori, il y a tout un tas d'autres entreprises qui bossent dans l'aéronautique, tous ces métiers en fait où il y a des risques forts. Ils apprécient ce modèle parce que, contrairement à d'autres modèles, il y a cet aspect séquence de stress et anticipation de comment les gens vont réagir dans le stress. Donc, par exemple, chez Air France, pour les stewards, voilà. Donc, c'est un modèle qui fonctionne bien pour ces environnements où il y a des situations de stress. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas théorique ou sorti un peu du chapeau. C'est un modèle qui a mis à l'épreuve et notamment dans des situations. Les astronautes, c'est des situations quand même extrêmes. Mmh. Déjà en termes de confinement, Ouais. c'était dans un espace qui est minuscule et tu vas pas pouvoir en sortir. Ou s'il y a un avion en difficulté, là tu parlais des compagnies aériennes, faut gérer, quoi. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, tu vois, si tu regardes ce qui s'est passé avec ce modèle, c'est qu'en fait, depuis 1900, il n'a fait que évoluer. Et il évolue encore. Des gens qui ont fait PCM il y a quelques années, si moi je regarde leur inventaire de personnalité, je vais voir des écarts par rapport à ce que moi j'utilise. Parce que voilà, c'est un modèle que Teddy Keller continue à faire évoluer au fur et à mesure de ce qu'il découvre. Voilà. Et puis, qui peut faire évoluer aussi avec le volume de gens qui ont passé ce test, parce qu'il s'agit d'un questionnaire. Aujourd'hui, là, je crois 1,6 million de personnes qui ont passé ce test. Donc, c'est en termes de données et de matière pour pouvoir améliorer ce modèle, c'est énorme. Voilà, dans 58 pays. Enfin, il l'affine comme ça avec les résultats qu'il obtient. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant sur ce modèle, c'est que ça s'appuie sur des concepts qui sont encore plus anciens. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur de l'analyse transactionnelle. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais voilà, qui sont des concepts de développement personnel aussi qui sont encore antérieurs. Et donc, il vient, on va dire, poser ce modèle de personnalité sur des concepts encore plus anciens et déjà bien éprouvés de l'analyse transactionnelle. D'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours de formation? Ouais, donc alors, ce qui était vraiment intéressant dans cette formation, c'est que, en fait, bien comme souvent hein, dans le développement personnel ou dans le coaching, on est sur des formations qui sont très expérientielles. C'est-à-dire que en même temps qu'on apprend à utiliser l'outil, on l'expérimente sur soi. Donc déjà, ben moi, j'avais pas fait mon inventaire de personnalité, hein, comme je le disais. Donc bah, ça a été l'occasion pour moi de découvrir mon inventaire de personnalité et d'aller réfléchir sur tout ce que ça m'apprenait sur moi. Et puis surtout, on était 12, je crois, 12 profils ou types de personnalités différents. Et la chance qu'on a eue là, c'est qu'on avait vraiment des personnalités différentes, un panel très représentatif de ce qu'on peut retrouver dans le monde réel, on va dire. Et donc de pouvoir vraiment comprendre par la pratique et par l'échange à quel point chacun de nous, en fonction de son type de personnalité, perçoit le monde différemment, parce que ça c'est un des concepts de base, le fait que on a des perceptions différentes du monde, le fait qu'on a besoin de canaux de communication qui sont différents pour être bien, de styles de management différents, qu'on a des environnements préférentiels qui vont être différents si on est de type empathique ou de type analyseur, par exemple. Et puis, d'aller travailler aussi sur l'identification des besoins psychologiques. Donc, comprendre, moi, ça m'a permis de comprendre de quoi j'ai besoin intérieurement pour pouvoir être bien et éviter de rentrer dans mes séquences de stress. Si je comprends bien, l'objectif, ça va être déjà de se comprendre soi-même ou d'aider la personne en face de soi à se comprendre et d'utiliser cette grille de lecture pour mieux communiquer avec les gens qui sont en face. Exactement, parce que déjà, à partir du moment où on comprend mieux de quoi on a besoin en termes de communication, par exemple, et qu'on Mhm. on comprend que les autres ont des besoins différents,
Mmh. Bah, on va être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, un message qui nous arrive, il est mal perçu, même si le contenu est totalement OK, mais la forme ne nous convient pas. Et à contrario, on va être capable d'identifier quand nous, on n'offre pas le bon canal de communication et apprendre petit à petit à développer une certaine flexibilité pour pouvoir faire évoluer. Donc en fait, c'est un super outil d'analyse de qui on est et de comment on interagit avec les autres Mmh. qui va permettre déjà de faire une prise de conscience, qui est la première étape en développement personnel, bien évidemment. Et puis après, de pouvoir aller travailler sur développer une meilleure compréhension et puis après développer de la flexibilité. Me dire, si je suis en relation avec une personne qui a besoin d'une communication qui est plus ludique, je vais être dans une communication plus ludique. S'il a besoin de quelque chose de plus nourricier, je vais être dans quelque chose de plus nourricier. Voilà. Et Est-ce donc l'idée, c'est voilà, améliorer sa compréhension de soi, des autres, et après de venir jouer avec pour rendre les relations plus efficaces et plus performantes. Ce qui peut être hyper puissant du point de vue personnel, mais encore plus puissant en entreprise. est-ce que tu aurais quelques exemples pour illustrer, Ouais, alors, qu'est-ce que pour déjà, je peux illustrer la notion de perception, pour montrer que 2 personnes, voient pas les choses de la même façon et souvent quand, je présente le modèle, je prends l'exemple de un groupe plusieurs personnes qui rentrent dans un restaurant. Voilà et je demande aux gens, par exemple, imaginez-vous en train rentrer dans un restaurant et dites-moi ce que vous voyez en premier ou ce qui vous vient en premier. Donc mmh moi, qui suis de base de type analyseur, je vais voir combien il y a de tables, est-ce qu'elles sont bien rangées, s'il y a beaucoup de serveurs et donc est-ce qu'on va être servi rapidement, voilà. Et puis une de mes meilleures amies qui est plutôt de base empathique, elle va voir quelle est l'ambiance, est-ce que c'est un endroit où elle se sent bien, est-ce que c'est chaleureux. Elle va regarder si un serveur vient l'accueillir. Moi aussi, je vais le regarder, mais moi, je vais juste regarder est-ce que le serveur vient m'accueillir et je vais être assis rapidement. Elle va se poser la question est-ce qu'il m'accueille chaleureusement. Voilà. Donc ça, ça permet de voir déjà que même si on regarde le même monde, on va dire, on l'interprète différemment. Donc ça, c'est sur la perception du monde. Et puis après, il va y avoir l'aspect aussi canal de communication. Cette amie et moi, quand on se parle, moi, je vais lui parler de faits et elle a plutôt besoin que je lui parle de sensations, d'émotions, de sentiments, que je m'assure qu'elle va bien. Et puis elle, quand elle me parle de ça, je dis mais elle est mielleuse. Moi, je veux juste avoir les faits. Enfin voilà. Et donc c'est mh. ce genre de choses qui se jouent. C'est arriver à changer un peu sa communication pour que quand je lui parle, au lieu de lui parler tout de suite des faits, je vais commencer par lui dire bon comment tu te sens, est-ce que ça va, est-ce qu'on peut, enfin voilà. Et c'est des petites choses comme ça qui vont permettre de créer le canal de communication et s'assurer qu'on se comprend bien et qu'on peut parler. Et donc ça c'est le grand principe. Et après il y a un autre principe autour des besoins psychologiques. Elle, en tant que profil empathique, elle a besoin de se sentir aimée. Donc, moi, pour éviter qu'elle rentre en stress, l'objectif, c'est de lui montrer que sa personne a de la valeur. Voilà. Alors que moi, si elle me montre que j'ai de la valeur avec mon profil plus analyseur, c'est pas ça qu'il me faut. Moi, j'ai besoin de me sentir compétente. Voilà. Oui, tu vas te dire: «OK, merci, mais on Ouais, s'en fiche». merci, mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Donc, c'est cette prise de conscience-là qui fait qu'on arrive à se mettre mieux en relation avec les autres. Du coup, c'est un outil qui peut être très utile dans le management. Quand tu as besoin de gérer une équipe, de savoir un peu comment communiquer, avec chacun et être sûr que le message est bien reçu, quoi. Pour moi, en fait, il y a 3 façons d'implémenter en entreprise. Il y a une première façon qui est de dire: «Je forme mes managers pour qu'ils se connaissent mieux et qu'ils arrivent mieux à comprendre ce qui se joue avec leurs collaborateurs, leurs collègues, leurs propres managers». Déjà, ça, c'est un énorme cadeau pour le manager de lui donner l'opportunité de mieux se connaître et d'aller travailler sur, quels sont mes besoins pour être, le plus performant possible et puis comment je peux mieux adapter ma communication ou mieux comprendre comment j'ai besoin qu'on communique avec moi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est géniale pour un manager, c'est si il a les inventaires de tous ses collaborateurs, parce que là, ça lui permet de savoir aussi, un tel, il faut que je lui donne des ordres. J'ai besoin de lui donner des ordres si je veux qu'il fasse quelque chose parce qu'il est en déclencheur interne et sinon il ne se passera rien. Et une telle, il a besoin d'un autre forme de management. Voilà. Donc là, déjà ça, c'est l'étape au-dessus. Et la dernière étape qui est vraiment géniale, c'est quand en plus derrière on fait une restitution globale avec un bon niveau d'ouverture où chaque
collaborateur peut partager avec les autres membres de l'équipe son mode de fonctionnement, ses besoins psychologiques, pour que voilà, ils puissent bénéficier aussi d'un meilleur mode de fonctionnement au sein de l'équipe et que ça apporte vraiment une augmentation de la performance. Alors, je ne sais pas comment ça a été évalué. Je regardais un peu s'il y avait des chiffres justement sur l'impact sur la performance. Les entreprises qui l'utilisent disent qu'elles augmentent la performance de leurs équipes de 20 à 30 Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais visiblement quand même, il y a des entreprises qui sont allées voir et qui constatent euh, Mmh. qu'il y a vraiment une amélioration de la performance en permettant aux gens de mieux se comprendre et comprendre leurs collègues. Voilà, pour travailler vraiment en équipe. Déjà, enfin, quelque chose qui me paraît assez intuitif, c'est que ça va diminuer les frictions Exactement. ou le enfin les ouais, les je dirais les frictions, les tensions et puis on va aller plus vite à l'essentiel parce que si on sait que, pour que cette personne, elle comprenne ce que je lui dis, je passe par le bon canal. En fait, Exactement. j'aurais pas besoin de répéter, de passer plein de temps à expliquer, on va direct quoi, c'est tout de suite clair pour cette personne, quoi. Exactement. Et donc ça c'est, on va dire, c'est le principe de base et qu'on retrouve dans beaucoup de modèles, parce qu'il y a Mmh. d'autres Ouais. modèles qui existent. Là où je trouve que PCM va encore plus loin, c'est qu'il gère la fameuse séquence de stress. C'est-à-dire, il dit, si jamais telle personne, son besoin, qui a un besoin, par exemple, de se sentir digne de confiance, Mmh. ce besoin-là n'est pas répondu, il va rentrer en séquence de stress et ça décrit la séquence de stress. Et on a tous des séquences de stress qui sont différentes en fonction de notre profil. Certains, ça va être plutôt de la tristesse, d'autres, ça va être de l'attaque, et même des fois du blâme. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que si jamais on a un collègue dont la séquence de stress, en fonction de sa personnalité, c'est l'attaque, quelqu'un qui le sait parce qu'il connaît son profil va pouvoir se dire ah non mais là il s'excite contre moi, mais c'est pas contre moi qu'il a quelque chose, il est en séquence de stress. Donc soit je m'écarte, je vais voir ailleurs, je reviens plus tard, soit je l'aide à combler son besoin psychologique pour sortir de la séquence de stress. Voilà. Et donc, c'est en ça que je trouve hyper puissant et c'est pour ça que c'est utilisé beaucoup dans des entreprises où il y a des situations tendues parce que ça permet, si on n'arrive pas à empêcher le stress d'arriver, au moins d'éviter que ça monte très haut, qu'il y ait des tensions très fortes, que les uns les autres s'aident à sortir des séquences de stress. Voilà. Et donc, bah, clairement, ça limite les durées des prises de tête et ça permet aux gens de retourner à la performance vraiment plus rapidement. Ça me fait sourire parce que j'ai éteint un mais ça marche avec les enfants aussi ou? Ah bah oui. Ah non, mais Marc, c'est génial. C'est souvent c'est eux qui ils savent, tr intuitivement, ils savent très bien sur quel bouton appuyer pour nous faire sortir de nos Mais ronds. tu sais que là, dernièrement, j'ai débriefé une amie et on a parlé de sa fille et elle avait compris quel était le type de personnalité de sa fille, mais elle ne savait pas comment gérer. Et en fait, on a pu travailler ensemble la séquence de stress de sa fille et travailler sur le fait que elle a un profil de type imagineur, elle a besoin d'un canal de communication qui est impératif, mais qu'elle a besoin de pouvoir réfléchir. Et donc, je lui ai dit, ben, ce soir, si tu veux que ta fille te donne une réponse, tu lui dis, tu as 3 minutes, dans 3 minutes, je veux la réponse. Et ben, elle a testé, c'est tout con, hein. Mais d'habitude, elle n'arrivait jamais à avoir de réponse. Et là, en utilisant cette petite phrase, elle m'a rappelé ça, elle m'a dit, mais c'est génial, ça marche, tu Oui, vois? c'est excellent, oui, parce que en général, tu donnes un ordre comme ça, tu as plutôt le contraire, mais là, ça marche. Eh ben non, parce qu'en fait, c'est un profil qui est que nous on appelle en déclencheur interne, c'est-à-dire s'il est en stress, il se met en retrait, tu vois, il fait pas, voilà. Et donc, il a besoin d'avoir des ordres, mais il a besoin d'avoir du temps pour réfléchir. Et ça, tu vois, c'est dit dans le modèle. Donc, en fait, tu sais qu'avec ce type de profil, il faut que tu donnes le temps de réfléchir, mais il faut que ça soit de l'impératif pour donner un ordre. Et ben, ça marche. Moi, ça me bluffe à chaque fois, hein, tu vois. Ah ouais, c'est excellent, oui. Ouais. Voilà. Donc oui, bah, Faudra qu'on en ça reparle marche. Non, mais ça marche avec ses enfants et c'est ça qui est génial, c'est que moi c'est ça que j'adore dans le développement personnel ou professionnel, parce que je parle du personnel, mais enfin pour moi c'est lié, il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est que tu vois, tu vas
Tu vas te payer toi-même un inventaire Processcom, ça va faire du bien au boulot, ou c'est ta boîte qui va te le payer, tu vas ramener ça à la maison. Et souvent, tu vas dire, bon, je vais le faire à mon conjoint, ça va nous aider tous les, ou à ma conjointe, ça va nous aider tous les deux. Et puis, toi, et après, ben, ça fait grandir la famille ou ça fait grandir l'équipe. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Non, non, c'est vraiment intéressant. Je trouvais très intéressant effectivement d'illustrer avec un cas concret, toi, comme tu disais avec, ton ami et puis sa fille. Est-ce que tu aurais, quelques cas, soit que tu as vécu toi, soit que tu as vu autour de toi, Alors, je réfléchis à d'autres cas qui me reviendraient là. Je suis un peu sèche. Non, ce que je peux dire, c'est que moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, il y a des typologies de profils qui reviennent plus souvent, des typologies de personnalité. quand? Donc, typiquement, toi et moi qui avons fait des écoles scientifiques, il y a de grandes chances qu'on ne soit pas retrouvés là par hasard et qu'on ait un type de personnalité qui soit peut-être analyseur de base, c'est-à-dire qu'on est né avec cette personnalité et c'est celle qui fait que on va analyser les choses par les faits et qu'on va avoir besoin d'un canal de communication qui est plutôt du type interrogatif. Mmh. Et c'est un type de personnalité qui touche plutôt les hommes. Voilà. Donc, D'accord. il y a le type empathique, qui est un type de personnalité dont j'ai parlé, là, qui est plutôt lié à l'émotion. Là, c'est 30% de la population, surtout des femmes. Voilà. Donc, on va dire les deux plus gros types de personnalités de base, c'est ces deux-là. Et puis après, on en a tout un tas d'autres qui sont moins présents et donc qui peuvent être ceux qui nous mettent un peu plus en inconfort. Donc, il va y avoir ceux qui sont un peu imagineurs, ceux que je te disais, qui ont besoin de réfléchir à qui on doit donner des ordres. Ceux qui sont plutôt énergiseurs, c'est ceux qui ont besoin de contact ludique. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir quand même il y a une grosse partie de la population et puis il y a des gens qui ont des profils un peu plus rares. Là aussi, souvent, tu sais, on parle de diversité. Moi, je trouve Mmh. on pourrait te parler de diversité à ce niveau-là aussi. Ça pourrait être intéressant dans une équipe bah, d'avoir un peu tous ces profils, même si ça peut être des fois un peu difficile. Hein, mais tu vois, à différents moments tu vois, d'un projet, bah, c'est peut-être pas les mêmes profils qu'on a besoin d'activer, etc. Donc voilà, c'est intéressant de voir cette diversité. Et après, ce que je trouve génial aussi avec ce modèle, c'est que il décrit donc comment on est, notre base, et après il décrit qu'on peut évoluer. Mmh. Typiquement, moi personnellement, j'ai évolué de type de personnalité entre ce que j'avais quand je suis née en fait, et puis aujourd'hui. Donc je suis née avec un type qui était plutôt analyseur. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur et c'est pour ça que voilà. Mais aujourd'hui, pour des raisons que le modèle explique aussi, bah, je suis passée dans un mode plus empathique et donc mes besoins psychologiques ont évolué. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on se retrouve face à des gens qui comprennent pas trop. Ils disent, ben, avant, j'avais besoin qu'on reconnaisse mes compétences. Alors, ils le disent souvent pas comme ça. Hein. Tu vois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ça qui est sous-jacent. Et maintenant, je comprends pas, c'est plus du tout ça qui m'intéresse. J'ai besoin qu'on reconnaisse ma personne. Et ben, c'est ça. C'est parce qu'en fait, la personnalité a évolué dans le temps. Et c'est ça que j'aime bien dans ce modèle aussi, c'est il y a peu de modèles qui prévoient cette évolution et ce changement de type de personnalité dans le temps. Ouais, ouais, en fait, je t'ai écouté tellement attentivement que j'ai perdu ma question, mais j'étais en train de processer en même temps ce que tu me disais, mais là ah oui, voilà, c'était, comment, moi, quand j'ai géré des équipes, effectivement, alors grosso modo, ça se passait bien, Ouais, mais quand il y a des cas je faisais ce que effectivement, selon ce que moi je percevais, quoi. Et après je vais être assez attentif aux autres et cetera, mais est-ce qu'il y aurait un peu quelques astuces pour repérer parce qu'effectivement on a tendance à parler aux autres comme nous on est. oui. Et alors ça peut être avec un client, ça peut être avec, les de notre équipe. Effectivement, si on arrive à se mettre sur son canal plus ou moins, ça va faciliter un petit peu les choses. Et comment est-ce que sans faire toute la formation Processcom, au moins avoir cette attention-là? En fait, c'est vraiment super ce que tu dis, Marc, parce que ça commence par ça et on n'est C'est pas tant mieux, hein.
On n'a pas besoin d'avoir son inventaire Processcope pour être capable d'améliorer sa communication avec, enfin, ou son relationnel avec les gens. Ça, c'est un truc qu'on travaille aussi beaucoup en coaching. Euh, Mmh. Parce que déjà, tout simplement, utiliser ce qui s'appelle la synchronisation, c'est-à-dire se dire, je me mets sur un niveau de communication qui est le même que celui qui est en face de moi. C'est-à-dire, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est raide comme un piquet sur sa chaise et que moi, je suis affalée sur ma chaise, déjà, c'est sûr que ça crée du décalage. Donc, tu vois, déjà, rien que dans la posture, tu vois que tous les deux, on n'est pas appuyés sur notre chaise. C'est pas par hasard. Et aucun des deux s'est dit, je vais pas m'appuyer sur ma chaise. C'est parce que l'humain est bien fait. On a quand même tendance à se synchroniser, mais c'est quelque chose qu'on peut rendre conscient. Tu vois, se dire, Marc parle vite, je vais parler vite. Marc parle doucement, je vais parler doucement. On le fait automatiquement et on peut s'améliorer en le rendant conscient. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la synchronisation. Et puis, on peut venir rajouter tout ce dont j'ai parlé, le canal de com et la perception. Canal de communication, si en face, je suis face à quelqu'un qui me parle beaucoup des données factuelles, ben, je vais éviter de parler de mes émotions, tu vois. Ou si j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit, c'est chouette, on va travailler ensemble, je suis super content, ça va être l'éclate. Et ben, si, sans le caricaturer, mais si je me mets sur un vocabulaire qui est le vocabulaire du type énergiseur, qui est un peu plus canal que nous on appelle ludique, et ben tout de suite je vais créer du lien. Ça ne veut pas dire que je vais être obligée pendant toute la réunion, par exemple, de rester sur ce canal, mais au moins quand je prends contact avec lui, quand il me dit chouette, on va bosser ensemble, je suis ravie. Si je lui dis oh comment tu te sens et comment va être ta famille, il va se dire mais elle me fait chier ça là, qu'est-ce qu'elle veut. Enfin voilà. Donc plutôt se mettre sur le canal et sur la perception, c'est-à-dire que si la personne en face ne parle que de l'action, ça sert à rien d'aller parler des faits, des machins. Il faut se mettre dans une perception du monde qui est plus liée à l'action. Enfin voilà. Donc c'est au plus je développe ma flexibilité et c'est ça hein, la clé du succès, c'est être capable d'aller activer des choses qui sont pas nos points forts de base, aller chercher d'autres compétences. Et ben parce que ce que dit le modèle, ouais, que j'ai pas dit, c'est qu'en fait on a tous toutes les personnalités, mais plus ou moins difficile d'aller activer. Donc l'idée c'est de développer de la flexibilité pour aller activer des points forts ou des qualités qui viennent pas toutes seules pour pouvoir mieux se mettre en relation directe avec la personne. Ça répond? Résumé, ça serait déjà être un petit peu attentif, aux autres, hein. Ouais, Quand on est un petit peu au calme, on va peut-être le faire. Quand on est sous pression, beaucoup moins. Commencer par, avoir oui, cette attention à l'autre tout simplement, puis, se mettre un peu sur la même longueur d'onde, se synchroniser quoi, comme tu dis. exactement. En fait, dans un des piliers de Process Communication Model, c'est de dire ce que la personne dit, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est comment elle le dit. C'est-à-dire que même si le contenu est très important, si ça arrive pas comme il faut, ça sera pas reçu. Donc en fait, et c'est là que tout, tu vois, ces notions qui sont un peu galvaudées, mais d'écoute active prend tout son sens. C'est de dire l'écoute, en fait, c'est pas seulement le contenu, mais c'est aussi entre guillemets le contenant. C'est comment c'est délivré. Voilà. Et donc, en effet, si tu veux arriver à prendre conscience, à écouter le contenu et la forme, le contenant, bah, tu peux pas préparer ta réponse, quoi. Tu dois vraiment être là à écouter. Et après, tu vas pouvoir répondre sur le bon format, etc. Mais c'est ça que ça veut dire l'écoute active. Hein. L'écoute active, ça veut dire j'écoute ce qui m'est dit, mais j'écoute aussi comment ça m'est dit. Et le comment ça m'est dit, il est hyper important. J'imagine que tu t'es déjà retrouvé face à des gens qui te disaient j'étais super content de cette situation. Tu vois? Il y a une dissonance entre la façon de le dire et le contenu. Mmh Bah, mh, ça, mmh. ça porte un message. Tu Ouais, vois? ouais, ouais. C'est ça dont on parle. Ouais, ouais. Voilà, c'est Ça mettre de la cohérence aussi, tu vois? ça me fait Écouter ça pour voir ça me ce fait qui se passe. penser aux Droupis. Ouais, exactement. Donc donc c'est être capable de développer cette, écoute, qui va permettre d'écouter, pas que le contenu, mais aussi la façon dont c'est dit, parce que la façon dont c'est dit porte aussi un message et peut porter, les éléments dont tu as besoin pour pouvoir te connecter à la personne.
et du coup, ça va au-delà des mots qu'on utilise, ça va être aussi tout ce qui est posture, les petites expressions du visage, tout ça, quoi, ouais. Exactement. Oui, oui, parce que, tu vois, quand je disais le canal de communication, ça peut être interrogatif ou impératif. Bien évidemment, dans le corps, quand tu es sur de l'interrogatif ou de l'impératif, c'est au ça se ressent aussi. Ou si tu es dans du nourricier, tu vas pas être tu vois, un impératif, bah, en général, tu vas te tenir un peu droit. Il faut que tu donnes un ordre, quoi. Alors qu'un nourricier, bah, tu vas plutôt être penché en avant pour être en proximité. Enfin, tu vois? Mmh mh, Donc en mmh, fait, mmh, mmh. bien évidemment, le canal de com, il est pas que, sur, la voix, mais il est aussi sur, le comportement. Très bien, ben, merci beaucoup Bah, Vanessa. de rien, Marc. J'ai parlé beaucoup, je suis une pipelette, mais j'espère que j'ai pas été trop vite. Ouais, non, 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 c'est super intéressant, puis c'est des, contrairement à une donnée technique où justement, voilà, tu donnes, c'est tel chiffre ou tu appliques telle méthode et puis voilà, il y a là, c'est des choses, en fait, faut les mûrir, faut les intégrer, et ça prend du temps, quoi, hein. C'est pas instantané, quoi, hein. Non et puis surtout, en fait, bien évidemment, quand on tu vois, la performance d'une équipe, elle dépend de l'humain. Donc l'humain est une matière qu'on peut «travailler» entre guillemets, hein, on peut tous, s'améliorer et la difficulté souvent, c'est que c'est difficile de le quantifier et donc les entreprises souvent, investissent pas parce que, il y a pas grand chose de tangible derrière et ça c'est un de mes chevaux de bataille. C'est en fait, les managers, sont beaucoup en souffrance de nos jours, et en fait, on investit assez peu alors qu'avec des outils comme ça, tu vois, qui sont assez faciles d'accès, bon, il faut un petit investissement et un peu d'investissement de temps, mais on a moyen de donner des outils, hyper efficaces, à des managers, tu vois? Et c'est dommage de s'en priver. Voilà, mais ça, c'est mon avis personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a, en fait, on redécouvre, toi, par le passé, moi, je pense à ce que faisaient mes parents, mes grands-parents, où les j'entendais quelqu'un sur une émission, là, ces jours-ci, qui disait: «Mais quelque part dans le paternalisme, à l'époque, il y avait quelque chose de bon, où, on peut reprocher, tout un tas de choses, mais il y avait cette attention aux gens avec qui on travaille, quoi». Et moi, c'est des choses, alors, après pas toujours, hein, il y en a qui profitaient bien du truc, mais où tu vas t'intéresser, bah, là, il y a quelqu'un, le gars, il vient d'avoir un bébé, je sais pas, tu vas lui accorder un court jour de congé, tu vas demander des nouvelles. «Ah, bah, ton gamin, il est malade, que ça va mieux?» tout ça, et j'ai l'impression qu'on a perdu et que du coup, on a besoin de mettre des méthodologies pour, retrouver un peu ces choses-là qu'on faisait peut-être plus spontanément, quoi, avant, quoi. Justement cette attention à l'autre, quoi. Ouais, ouais, alors ça, c'est sûr que, qu'il y a une attention à l'autre qui a changé. Hem, c'est sûr qu'on est passé par une période où, les entreprises ont commencé à investir pour donner, tu vois, essayer de donner un peu plus de bien-être, mais sûrement avec pas les bons leviers, tu vois? Et enfin, je vais rien t'apprendre, mais avec ces histoires de baby-foot, de cours de yoga et cetera, c'est pas comme ça qu'on rend les gens, mieux en entreprise. Moi, j'ai l'intime C'est conviction. pas le baby-foot en tant que, enfin, tout Ouais, seul. ouais, Ça voilà. Donc ça peut se matérialiser par un baby-foot, mais parce qu'il y a quelque chose de plus global, quoi. ouais et enfin moi je mais c'est aussi mon sujet de cœur, tu vois? Moi j'ai l'intime conviction que pour que les gens, soient bien en entreprise, il faut qu'on leur donne les moyens de mieux se connaître et surtout de mieux s'estimer, tu vois? De développer leur confiance en eux, de développer leur estime d'eux, leur amour d'eux et cetera. Et ça par contre, c'est un peu le parent pauvre encore aujourd'hui. Voilà et pour que tu aies une équipe qui fonctionne bien et ben, il faut que les gens, ils soient capables d'être dans une relation où ils se sentent, tu vois, de valeur et de valeur égale avec, le reste de l'équipe et ça, il y a du boulot parce que malheureusement, culture, tu vois, par exemple, l'éducation nous amène pas obligatoirement à ça et je veux pas jeter la pierre aux profs, mais tu vois, il y a beaucoup de choses à faire autour de ça et je pense qu'en entreprise, on devrait faire un peu plus, mais Et voilà. et puis par rapport à autrefois où, toi, tu es dans une usine, faut monter des pièces, bah, là, tu peux pousser la personne à monter plus vite. Mais que nous, je pense que c'est le global de la société aujourd'hui, on est sur des tâches beaucoup plus créatives.
Ouais. Et là, tu peux fouetter les gens tant que tu veux, ça marchera pas. C'est un super sujet aussi, hein, Marc. J'ai fait des conférences dernièrement là sur tu vois, le management qui passe du management motivationnel au management inspirationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carotte et le bâton, ça marche plus. Là, mais aussi parce que voilà, le monde évolue. À un moment, on allait au boulot pour toucher un salaire, c'était ça la motivation première. Après, ça a été pour avoir une carrière. Et maintenant, en fait, il faut trouver d'autres leviers de motivation et qui sont même des leviers qui doivent être internes, c'est-à-dire c'est donner du sens, c'est enfin tu vois, et donc vraiment on est dans une évolution autour de ça, mais ça c'est pareil, ça on pourrait se refaire un, un épisode de podcast. Bon, on va garder ça pour une prochaine fois là, alors. Comme ça, on aura encore pas mal de choses à se raconter. Bah, écoute, merci beaucoup Vanessa. Une Merci à toute toi. dernière question rapide, on te retrouve où? Alors moi je pense que pour avoir des informations sur moi, le mieux c'est LinkedIn. Je suis assez active. J'essaie de poster sur LinkedIn mes réflexions, beaucoup Bon, autour de l'estime de soi, de la connaissance de soi. Voilà, donc c'est un bon moyen. Et puis bah sur LinkedIn, il y a toutes mes coordonnées, donc ne pas hésiter à les utiliser. ben merci beaucoup Et et ben puis merci à à très toi, Marc. bientôt.